Ah, j'ai fait. Voilà. Bon, bah écoutez, voilà, je pense qu'on est pas mal. Bon, les gens nous rejoindront de toute façon à mesure, hein, s'il y a quelques retardataires. Donc, je vous remercie à tous, hein, d'être présents ce matin. Donc, moi, je suis Jonathan Renoux, hein, le directeur technique d'Atlancad. Donc, très très rapidement, parce que bon, le sujet de la journée, c'est Thalem, hein, donc je ne vais pas monopoliser la parole. Un petit rappel donc par rapport à Atlancad. Donc, ça fait plus de 20 ans aujourd'hui que la société existe. Donc, notre métier d'origine, c'est l'intégration des solutions Autodesk. Donc, bon nombre d'entre vous nous connaissent déjà, hein, je pense en tout cas. Et puis, on a deux autres volets, on va dire. Donc, la partie BIM Consulting et la partie de développement. Donc, voilà, donc on crée des plugins et des choses comme ça. Et puis, sur la partie BIM, on répond sur des affaires BIM aux côtés de la maîtrise d'œuvre, des entreprises ou en tant qu'AMO, KMO BIM, hein, sur les projets de construction. Donc, et ce, sur tout le territoire national. Et c'est comme ça d'ailleurs que j'ai rencontré Inès et Thalem, hein, du coup, parce qu'on a eu l'occasion, il y a quelques années maintenant, ça passe vite, de travailler sur un projet ensemble. Donc un beau projet, ma foi, qui était intéressant. Mais bon, j'en dis pas plus. Inès vous en parlera de son côté. Écoutez, sans plus attendre, je vais donc passer la parole à Olivier, hein. Je crois que c'est lui qui va introduire ce webinaire. Et puis, en fin de présentation, on aura un temps de questions-réponses. Donc, n'hésitez pas à les noter ou dans le chat ou comment dire, sur un bout de papier. Puis à la fin, on activera les micros au cas par cas en fonction de qui veut parler. Voilà. Allez, à toi, Olivier. Eh bien, je prends la parole. Donc, bonjour à tous. Je ne vois pas tout le monde. C'est une première pour moi. Je n'ai jamais fait de webinaire, pour vous dire. Un peu bizarre, mais bien. Donc, j'ai demandé le contrôle. Là, je peux tourner les pages. Inès. Ah oui, pardon. Ok. Alors, je vais tourner les pages. Ça veut bien. Hop, voilà, voilà, c'est bon. Ouais. Ok, donc écoutez, moi je vais présenter Thalem, hein, je vais faire l'introduction et puis après Inès prendra le relais. Donc je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Thalem Ingénierie. Donc nous sommes un bureau d'études fluides et thermiques basé près de Rennes, à Bru précisément. Nous sommes 19 aujourd'hui, ça fluctue un petit peu, mais on a une bonne activité. Et nous officions principalement dans le Grand Ouest et aussi sur Paris. Voilà notre domaine. Moi, je précise que j'ai repris l'entreprise il y a un an, qu'elle a été fondée donc il y a presque 20 ans maintenant. Voilà. On continue. Vas-y. Alors, attends, je tourne. Tac. Donc nos compétences chez Thalem, alors on a une compétence thermique, on a 5 ingénieurs thermiciens. Donc bien sûr, nous réalisons des études RT 2012, nous réalisons des audits énergétiques pour de la rénovation, nous réalisons des simulations thermodynamiques, nous savons concevoir aussi des bâtiments passifs, hein, on est certifié. Bref, toute l'activité autour de la partie thermique. On le fait principalement dans le cadre des missions de maîtrise d'œuvre, c'est-à-dire que souvent on fait l'ensemble, la thermique, puis après le fluide. Après les audits énergétiques, effectivement, on peut les faire en dehors d'une mission de maîtrise d'œuvre, hein, c'est pas forcément une obligation, mais voilà, on n'est pas forcément uniquement sur la partie diag énergétique. Souvent, on l'inclut dans notre mission générale. Et puis donc en termes de fluide, donc nous concevons donc tous les systèmes CVC et bien sûr tout ce qui est système CFO, CFA, avec aussi une qualification en sécurité incendie. Donc, voilà, on peut mener l'ensemble des opérations fluides. Je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais nos principaux clients, on va dire, cela tourne autour du logement. On a à peu près 40 à 50% de notre activité qui tourne autour du logement, donc que ce soit de la promotion privée ou des bailleurs sociaux.
Et on a l'autre partie donc de notre activité, c'est tout ce qui est donc équipement public, tertiaire, industriel. Voilà, c'est à peu près bien réparti, comme je disais, 40-50% pour le logement, 50-60 pour les équipements publics. Voilà, donc sur la partie équipement public, nous réalisons des EHPAD, des pôles enfance, des sièges sociaux, des bureaux. Voilà, on va dire, une compétence assez élargie. Et finalement, notre activité est assez bien équilibrée entre logement et équipement public. Ce qu'on ne fait pas aujourd'hui, on ne fait pas d'hôpitaux ni de piscine. Voilà, c'est un peu les deux secteurs qu'on n'approche pas. Bon, il y a des gens qui font ça très bien, donc nous, on va pas là-dessus. Tu me complètes, Inès, si j'ai oublié des choses? Non, c'est parfait. Voilà, et donc on a une dizaine de personnes, des 10 chargés d'affaires sur tout ce qui est fluide, répartis entre logement et tertiaire, avec la partie tertiaire équipement public, spécialisée en CVC et en CFO. On continue. C'est moi qui tourne? Voilà, donc là je vais passer la main à Inès, mais euh, moi je trouvais important quand j'ai repris la société, donc on avait démarré le BIM, hein, l'entreprise ne m'a pas attendu pour le faire, mais je trouve qu'aujourd'hui, moi je viens d'un monde digital, donc j'ai un passé assez numérique et digital, et donc je trouve qu'il y a des superbes outils comme le BIM pour avancer. Donc j'ai impulsé le fait qu'on va aller plus loin et on va plus loin sur la conception 3D, puisque j'ai souhaité qu'aujourd'hui tous nos projets soient développés en Revit. Donc pourquoi? Parce que je pense que, un, c'est l'avenir, deux, on améliore notre capacité d'accompagner nos partenaires pour lesquels, en tout cas pour ceux qui sont déjà en 3D. Donc c'est quand même bien de pouvoir travailler ensemble, même si on va le voir, c'est pas si simple que ça. On apporte de la précision dès les phases APD, en fait. C'est vrai que ça prend peut-être un peu plus de temps en amont, mais c'est du temps de gagner en aval. En tout cas, c'est l'objectif, parce que on voit les choses plus tôt, les problématiques plus tôt. Et puis, alors, Inès va en parler, là, c'est la bonne transition, mais on a eu aussi l'opportunité de le faire, parce qu'il faut effectivement avoir des projets qui permettent de réellement utiliser toute la puissance du 3D et du BIM. C'est vrai que pour peut-être petit projet, c'est peut-être pas forcément une utilité absolue, mais en tout cas sur les gros projets, c'est certain, c'est très appréciable. Et puis je rajouterais aussi que dans ma volonté, je souhaite avoir un seul outil. C'est-à-dire que AutoCAD, c'est bien, tout le monde sait l'utiliser, mais je dirais qu'à terme, moi, je veux vraiment que les gens passent sur Revit comme étant l'outil standard, parce que c'est toujours compliqué d'avoir, même si ça ne va pas se passer du jour au lendemain, c'est toujours compliqué de gérer deux types d'outils. Donc, je veux vraiment que ça soit une transition pour que tout le monde chez nous puisse développer et dessiner en Revit. Voilà, je crois que j'ai fini pour l'introduction. Je ne sais pas si les questions se posent en même temps après, Jonathan? On peut peut-être les faire en fin de présentation. Comme Ok. ça, Voilà. à part si vraiment quelqu'un a une question là qui veut rebondir, il peut lever la main. Il y a un petit icône là dans Teams là pour lever la main si vraiment il y a un sujet qui brûle les lèvres de quelqu'un. Sinon, on peut les faire effectivement en fin de. Ça a Ok. l'air d'être bon. Écoutez, je vais passer la main à Inès. J'en ai fini pour une petite présentation générale. Merci beaucoup, Olivier. Très bien. Merci, Olivier. Donc, je vais finir cette diapositive en parlant que nous avons débuté le BIM par l'opportunité d'un beau projet sur lequel on a travaillé effectivement avec Jonathan. Il s'agit du projet de convergence qui est situé à Chantepie, donc près de Rennes, en Bretagne. C'était un projet, c'est un projet d'une belle envergure. C'était vraiment un beau défi pour commencer, pour se lancer dans ce genre d'outils, puisque c'était un projet avec plusieurs îlots et plusieurs profils. Il y a une résidence senior d'environ 100 logements.
Il y avait également plusieurs bâtiments collectifs avec des cellules commerciales. Et enfin, des petites maisons individuelles. Vous pouvez les voir en haut là, de ma diapositive, ce sont les maisons. Et par contre, le bâtiment résidence senior, je ne l'ai pas en grand, mais il fait partie des bâtiments que vous pouvez voir à gauche. Donc ce projet, c'était pour le groupe Kermarek qui ont insufflé le BIM. C'est eux qui ont voulu faire l'expérimentation de ce type de méthode de travail, hein, puisque outre le fait que ça soit un outil qui nous permet de dessiner en 3D, c'est aussi une autre façon de collaborer, c'est une autre façon de travailler ensemble. Et c'est avec l'atelier Arco, qui est l'architecte avec qui nous avons collaboré sur ce projet. Et donc, pour la petite histoire, Jonathan Renou était notre BIM manager, qui faisait le point tous les 15 jours. Nous avions réunion tous ensemble dans une salle où nous parlions des points bloquants, des points les plus sensibles de ce projet pour avancer le plus régulièrement possible. Nous avons eu également, et nous avons d'ailleurs toujours également, un autre gros projet en BIM. Je ne sais pas si Olivier, tu veux dire quelques mots sur ce projet-là? Ton micro. Oui. Micro. Oui, bah, deux mots, mais donc c'est la rénovation d'un bâtiment de l'université de Rennes 2, où en fait on démonte à peu près tout dans le bâtiment, avec une réflexion aussi architecturale, avec cabinet d'architecture Louvel, qui est basé près de Vitré. Et donc, comme vous le voyez un petit peu sur la maquette du bas, tous les réseaux ont été et sont conçus, hein, là on est en phase fin de conception, ont été conçus en 3D avec Revit. Donc ça fait une bonne masse de réseaux. Et donc c'était une volonté de l'université aussi, de pouvoir travailler en Revit. Voilà. Après, effectivement, on en parlera peut-être un peu plus tard, reste bien sûr avec tout ça la capacité d'utiliser finalement toute cette conception 3D, de l'utiliser ensuite dans l'exploitation du bâtiment. Bon, ça c'est encore une autre histoire, mais ça va arriver. Alors du coup, je vois qu'il y a une main qui s'est levée. Thibaut, bonjour Thibaut. Tu peux activer ton micro si tu souhaites intervenir du coup. Oui, bonjour à tous. Merci Jonathan. Oui, j'avais une question donc, du coup, par rapport à ce projet-là. Donc c'est un projet de réhabilitation. Est-ce que vous avez une approche différente pour les projets de réhabilitation, pour les projets neufs? Non, pas réellement. Non, pas réellement. Pourquoi comment vous verriez Non, les parce choses? qu'on entend souvent dire que le BIM est très efficace pour les projets neufs et que ça se prête beaucoup moins pour les projets de réhabilitation. Voilà, c'était pour avoir votre avis là-dessus. Bah, après, c'est toujours. Oui, non, mais après, c'est toujours. Enfin, la difficulté, finalement, c'est pas tant de faire les réseaux, parce que ce soit neuf ou ancien, il faut bien les faire. Après, c'est se caler sur effectivement les bâtiments existants et on récupère effectivement des fichiers qui sont pas toujours à jour. Donc, ça nécessite une ressaisie du bâtiment côté architecture, si jamais c'est pas le cas. Donc, oui, ça prend un peu plus de temps, forcément. Mais en ce qui nous concerne, on a les mêmes problématiques finalement d'interfaçage avec la maquette du bâtiment. Finalement, on trouve les mêmes problématiques, quoi. D'accord. Oui, Vas-y, pardon. Il n'y a pas un avantage à utiliser le BIM plus en neuf qu'en réhabilitation pour vous? Bah, non, moi je trouve que ça, je veux dire, c'est à partir du moment où il y a un bâtiment à rénover, alors là c'est une grosse rénovation, hein, bien sûr, et que effectivement ensuite on veut exploiter finalement la capacité de tout ce qu'on a pu faire en BIM. Enfin, je dis en BIM, mais bon, on va appeler ça le 3D, hein. Bah, je pense que ça s'applique de la même façon, hein, c'est utile de la même façon. D'accord, Bon, très c'est bien. forcément un peu plus compliqué pour de la réhab, hein, c'est forcément un peu plus compliqué.
Alors, du coup, je vois un petit peu ce que veut dire Thibaut, parce que nous, on a des retours par rapport à nos clients. Est-ce que dans le cadre de ce projet, tout était déposé et tout était recréé, on va dire, reconstruit, ou est-ce qu'il y avait quand même des parties de réseau qui étaient conservées, en fait? Alors, je ne gère pas directement le projet, mais je crois qu'on a tout reconstruit. D'accord. Inès, tu l'as suivi un peu plus? Je l'ai suivi de loin, donc j'ai peur de dire une bêtise. Ouais. Moi, bah, enfin, vous voyez les réseaux en dessous là? Non, non, je crois qu'on n'a rien, on n'a rien gardé, pardon. On a tout refait. D'accord. Ouais. Ça peut être source effectivement d'une complication, on va dire, quand on doit conserver des choses, se rebrancher sur de Ah l'existant, ouais, etc. Et c'est peut-être ça aussi qu'évoquait Thibaut par rapport à sa question, peut-être. Oui, tout ouais. à fait. On a eu un projet où on a fait de l'existant qui allait justement devoir s'accrocher avec du neuf. Et effectivement, j'ai eu la problématique. Donc, j'ai utilisé le phasage on a fait du relevé sur place. J'ai redessiné tout ce que j'avais relevé. J'ai utilisé le phasage pour créer la partie existante et pour la partie réseau qu'on venait reconstruire. Et effectivement, je n'arrivais pas à faire collaborer mes deux réseaux ensemble. Je ne pouvais pas comment dire, les lier. Donc, il a fallu effectivement faire un petit peu de bidouillage pour rendre ça le plus fluide possible, le plus propre possible pour le client. Oui, tout à fait. Ouais. Bah, c'est un retour qu'on a fréquemment, effectivement, quoi. Mm. Bon, bah, merci beaucoup. Ah, merci. Vas-y, Inès, tu peux C'est bon? continuer. Ouais, Oui, ouais, ouais. je continue. Alors, je vais profiter de cette diaporama pour me présenter un peu, puisque la création de la mission de référent BIM, c'est par mon embauche au sein de Thalem, mon arrivée au sein de Thalem. Je suis donc arrivée en 2016, spécifiquement l'année où a commencé le projet de convergence, puisque c'était mon premier projet. C'est la raison pour laquelle j'ai été embauchée au sein de Thalem. Et je voulais aussi insister sur ma double compétence, puisque je ne fais pas de dessin à proprement parler. Ce n'est pas mon métier principal au sein de Thalem. Je suis chargée d'études énergétiques, donc dans la partie fluide. Mais avec ma double casquette, je pouvais donc intégrer Thalem et ne pas prendre le risque d'être une personne qui ne pourrait pas bosser tout de suite si le BIM ne se développait pas. Donc, de par mon activité principale, j'ai envie de dire, et par mes compétences que j'avais déjà développées avant d'arriver au sein de Thalem sur le sujet du BIM. C'est un sujet que je suivais déjà depuis quelques années, que je faisais des expérimentations, je participais à de nombreux salons. Et donc, cette création de référent BIM, c'est tout simplement faite de ces expériences-là. Et donc, dans un premier temps, effectivement, le projet de Chantepie m'a permis de développer cette compétence au sein de Thalem. Et voilà, donc c'est très intéressant. Pour moi, de mon point de vue, c'est intéressant de créer un référent BIM au sein d'une société lorsqu'on veut le développer, mais c'est aussi intéressant que ce ne soit pas un poste à proprement parler, que ce soit vraiment une mission qui est de côté pour éviter tout risque financier, tout risque de problème. Voilà. Donc voilà pour la petite histoire. Donc j'en reviens à comment nous sommes passés au BIM. Donc mon arrivée au sein de Thalem, le fait de la volonté de développer cet outil, mais sans savoir trop où aller. Est-ce qu'il faut vraiment pousser le développement au sein de Thalem au risque que ça soit quelque chose d'éphémère, que dans quelques années, cet outil est laissé complètement à l'abandon? Ou si au contraire, il faut y aller dès le début pour pouvoir bien se placer sur le marché, hein, c'est aussi cette histoire-là, ne pas être en retard par rapport aux autres. Et donc, c'est le projet de convergence qui a un peu fait balancer le choix vers le BIM, d'essayer, voir si cet outil, se faire tout simplement sa propre opinion sur cet outil. Et pour cela, il a fallu donc, alors, je l'ai mis dans ma diaporama, mais vous ne voyez pas à droite, il y a le renouvellement du parc informatique, puisque le parc était déjà vieillissant. Donc, nous avons changé intégralement tous les postes, mais c'était déjà une volonté avant le passage du BIM.
Mais il y a tout simplement le fait de prendre des licences Revit qui est un coût qui est quand même complètement différent de AutoCAD. Vous allez le voir dans ma prochaine diapo, je parle un peu plus de chiffres. Et on a fait le choix de partir sur 2 licences Revit, une qui m'était dédiée pour le projet de Chantepie, pour pouvoir aussi que je développe les outils au sein de Thalem, que je puisse tester. Et une seconde, c'était dans le but d'avoir un ordinateur en accès libre au sein de Thalem qui permettait à tout collaborateur de pouvoir aussi utiliser tout cet outil, puisque on avait au fur et à mesure des architectes qui proposaient des maquettes 3D et qui étaient, même si on ne partait pas sur du BIM, c'est aussi tout à fait intéressant d'avoir de la volumétrie. Même en travaillant en 2D, c'est beaucoup plus simple pour la compréhension du projet. Et bien évidemment, si on mettait à disposition une licence Revit pour les collaborateurs, il était important qu'ils soient formés, sinon c'était un outil qui n'y allait pas être utilisé, de peur, de la complexité, puisque pour ceux qui ont déjà ouvert les logiciels Revit et les suites, c'est pas simple d'utilisation, ça paraît comme une usine à gaz. Donc, il fallait désensibiliser les collaborateurs pour que ça devienne un outil agréable à utiliser et qu'ils aient spontanément envie d'aller voir. Et de même proposer aux architectes d'envoyer les maquettes qui n'étaient pas forcément encore quelque chose d'ancré. C'était, ils dessinaient en 3D, mais ils nous envoyaient les plans en 2D. Et pour revenir à maintenant, en 2021, on a bien évolué. Le parc informatique a également changé. Et là, j'insiste, je l'ai bien mis sur le côté, puisque, hormis le fait de devoir changer le parc informatique, puisqu'il était vieillissant également, puisqu'on est parti sur une stratégie de confort. Hein, avec le confinement, on a favorisé la mobilité. Et donc, il fallait aussi tout à fait partir sur des outils informatiques qui allaient soutenir ce genre d'outils, puisque ce n'est pas négligeable par rapport aux autres outils métiers. Ça demande énormément de ressources informatiques, donc un surcoût. Et donc, on est passé sur 4 licences Revit, puisque nos 2 licences Revit ne suffisaient plus. Nous avons commencé à avoir de plus en plus de projets BIM, vraiment j'insiste, BIM, à arriver. Et aussi une réelle volonté de par l'arrivée d'Olivier de développer cet outil et donc d'avoir suffisamment d'outils pour pouvoir commencer à toucher tout ça. Et la formation des collaborateurs, eh bien, tout simplement, entre 2016 et 2021, il y a eu certaines personnes à être parties de la société, d'autres à être arrivées. Il fallait évidemment que l'on remette tout le monde sur le même pied d'égalité au niveau des compétences de cet outil. C'est là où j'arrive. Pardon ? Je prends la parole, Oui. et on l'a fait avec AtLancad. Merci. Ah ouais. Juste un petit mot, non, je reviens juste un petit mot en arrière. C'est que, alors, on a 4 licences Revit. C'est vrai qu'au regard de nos chargés d'affaires, finalement, on a 10 collaborateurs qui peuvent concevoir en dessin. Vous pourriez me dire que ça fait un peu faible, mais en fait, alors, il faudrait, si tout le monde l'utilisait en même temps, il en faudrait plus. Mais j'ai pris aussi le parti de dédier des dessinateurs, puisque quand je suis arrivé, les chargés d'affaires faisaient aussi du dessin, faisaient leur propre dessin. Moi, j'ai opté pour une stratégie un petit peu différente, même s'ils peuvent toujours faire des dessins, c'est que je dédie des dessinateurs à faire que ça, pour, libérer les chargés d'affaires en conception pure, et aussi, clairement, pour optimiser les coûts, parce que clairement, moi, je peux pas me payer 10 licences Revit, quoi. Autant on se paye 10 licences AutoCAD sans problème, mais vu le prix de Revit, c'est vraiment un problème, je trouve. Bon, je dis pas que c'est pas utile, mais c'est vraiment très cher, je trouve. On pourra en reparler, mais donc l'idée aussi de dédier des dessinateurs, bah, c'est clairement pour optimiser les coûts. Hein. Voilà. Ok, bah justement, j'en venais. C'est pour ça que j'ai bien précisé que maintenant, on était une référente BIM et de dessinateur. C'est un choix qui nous a été aussi plus ou moins imposé par le choix de partir sur Revit, puisque, comme vous pouvez le constater, sur 4 licences Revit, on est à 11 000 € par an.
Ce qui représente le plus gros coût, hormis le coût informatique, mais qui est aussi une autre nécessité hors BIM, c'est que c'est clairement cher comme logiciel. Il me semble, si je ne dis pas de bêtises, qu'on est 4 fois plus cher qu'une licence AutoCAD sur lequel on dessinait jusque-là. Donc forcément, partir sur la stratégie sur laquelle on était, qui était que chaque chargé d'affaires se charge de ses propres plans, n'était pas réalisable au vu du coût d'une licence. Le deuxième pôle, donc le premier pôle est le parc informatique, mais comme je vous disais, bon, c'est aussi pour d'autres raisons. Les licences, c'est ce qui nous coûte le plus cher au quotidien. Et il y a la partie formation où on pourrait croire que ça coûte cher de former toute une société, tous les collaborateurs, mais il faut savoir qu'il y a des organismes de formation qui peuvent payer intégralement ce genre de formation. Et pour notre cas, ça a été intégralement remboursé, que ce soit en 2016 ou en 2021. J'en viens à la part du BIM actuellement. Nous en sommes à 1 ou 2 projets qui sont conventionnés, donc avec un manager BIM externe, avec toute une équipe. Ce sont exclusivement des gros projets. Ce sont vraiment, on a très peu de petits projets qui sont arrivés avec une convention BIM. Et on a constaté ces dernières années que tous nos collaborateurs architectes partaient de plus en plus sur l'outil, que ce soit Archicad ou Revit. Ils dessinent énormément dessus. Et il nous paraissait logique, voire même indispensable, de les suivre dans leur transition et de leur proposer également des rendus en 3D pour la collaboration. Et c'est aussi un certain confort. Il faut savoir que dessiner demander à un architecte qui dessine en 3D des plans 2D, c'est complètement une perte d'information. On a clairement, pour moi, ça ne paraît pas logique. Justement, j'en viens à ce que le BIM nous apporte. On a une meilleure compréhension du volume. Donc, comme je vous le disais, lorsqu'on reçoit une maquette 3D que l'on dessinait en 2D ou en 3D, c'est devenu d'instinct d'aller vérifier tous ces volumes. Ça évite d'avoir de multiples échanges improductifs avec l'architecte, leur demandant de faire une coupe à un endroit spécifique parce qu'on a un doute si nos équipements vont passer, si on peut faire des dévoiements de réseau à cet endroit-là. Ça nous permet nous-mêmes de directement vérifier, de ne pas faire de suppositions. Ce qui améliore pour le coup grandement nos conceptions. L'amélioration est aussi également due aux bibliothèques des fabricants qui est de plus en plus étoffée, qui nous permet d'avoir les dimensions réelles, d'avoir les emplacements réels de chaque réseau et de pouvoir directement vérifier si par exemple, je pars sur une cassette en faux plafond, si on va réellement réussir à le brancher, puisqu'on part du terminal jusqu'à la source. On relie vraiment tous ces éléments-là dans nos maquettes et permet vraiment de vérifier si c'est possible et pas partir sur une hypothèse que bon, on a la place de mettre la cassette, donc les réseaux, ça passera. Ce qui, justement, on vient au troisième point, c'est une anticipation de tous les problèmes qu'on pourrait rencontrer sur le chantier, puisqu'on ne pose pas simplement nos équipements en disant il y a la place, c'est bon. On vérifie qu'on peut brancher, qu'il y a la place pour brancher, ce qui permet d'avoir une perte de temps sur chantier qui est beaucoup moins importante qu'il pourrait y avoir actuellement. On se rend compte aussi, tout simplement, avec la place dans les gaines techniques, hein, on branche réellement nos équipements, on met réellement les coudes, donc on vérifie que tout ça, ça passe. Et enfin, alors là, pour le coup, le dernier point, c'est vraiment en fin de maquette. C'est lorsqu'on a vraiment réalisé toute la maquette, que le DCE a été envoyé, on peut sortir assez rapidement de la maquette tous les quantitatifs. Ce qui permet de vérifier sur un devis si ce qui a été proposé par l'entreprise est cohérent par rapport au projet. Donc là, j'ai mis vraiment les 4 points que mes collaborateurs, je leur ai demandé qu'est-ce qu'ils voyaient, ce que le BIM leur apportait le plus important. Évidemment, il y a aussi d'autres petits avantages qui ne sont pas venus comme ça, mais pour nous, c'est les points qui sont le plus souvent revenus, le plus souvent soulevés par les collaborateurs.
Et évidemment, si on parle des avantages, il y a aussi des inconvénients. Les plus gros étant, là actuellement, notamment, c'est la difficulté de recrutement. J'entends de recruter des personnes qui sont formées métier sur le dessin, mais également sur l'outil et la manière de travailler en BIM. C'est également la formation continue, puisque cet outil-là, entre 2016 et 2021, je ne vous cache pas qu'il a aussi évolué. Donc, c'est devoir constamment se remettre un petit peu à niveau sur le développement de cet outil. Aussi d'une remise en question personnelle, se dire est-ce que la façon dont je dessine depuis 2016, est-ce qu'elle est toujours efficace? Est-ce que je ne peux pas améliorer ma méthode de travail? Et il y a aussi également, comme je disais, il y a des personnes qui s'en vont de la société, il y a d'autres personnes qui reviennent et il faut équilibrer toutes ces compétences-là en mettant régulièrement des formations, que ça soit interne ou externe, avec Atlancad. Je voulais aussi insister sur le fait que les outils Revit, alors je parle pour notre métier, je ne suis pas spécialement au courant pour ce qui est architecture, structure, je n'ai pas fait ces tests-là, mais de notre point de vue métier, les outils qui sont notamment en dimensionnement sur Revit ne sont pas adaptés au marché européen, tout ce qui est calcul, prédimensionnement, lorsqu'on dessine nos réseaux et qu'on veut avoir le bon diamètre, eh bien, on est obligé d'utiliser des outils externes pour pouvoir justement ajuster au mieux et coller au plus à la réalité, ne pas partir sur un gros diamètre en se disant que ça passera forcément puisqu'on a pris un gros diamètre. On essaye d'ajuster au mieux et là, actuellement, le logiciel de Revit ne nous permet pas de gagner du temps sur cette partie-là. Il me semble que c'est sur des normes plus américaines. Donc, ça ne fonctionne pas pour nous. On a laissé tomber. Et le dernier point, c'est le poids des fichiers. C'est quelque chose qu'on n'a pas constaté tout de suite. C'est quelque chose qui est arrivé notamment, là, on a des serveurs, nous, au sein de Thalem. On a nos propres serveurs. Et entre le poids du fichier DWG d'un architecte, celui de la structure et le nôtre, c'est complètement différent qu'une maquette architecte, une maquette structure et une maquette fluide. On est sur des poids de fichiers qui sont assez conséquents. Là, je n'ai pas un ordre d'idée de la multiplication du poids du fichier, mais c'est quelque chose d'assez important. Et du coup, le stockage que l'on a actuellement, on commence à se rendre compte qu'il ne sera peut-être pas suffisant si on continue à avoir autant de maquettes. C'est une réelle réflexion qu'il faut avoir et que l'on va avoir, ou que l'on a même d'ailleurs en ce moment. Voilà. Je te laisse, Olivier, reprendre sur l'évolution du BIM au sein de Thalem. Si tu veux, ouais. Ouais, non, mais donc on va dire qu'on va bien sûr évoluer dans nos outils et dans nos méthodes de travail. Donc moi, ce que je demande aussi aux équipes, c'est de trouver les moyens d'optimiser les processus. Donc c'est vrai que je pense que notre métier un peu dessin, en fait, quand je cherche des dessinateurs, des experts, qu'ils ont un côté un peu informatique pour pouvoir automatiser des choses. Je sais qu'on est capable de le faire. Donc, pour l'instant, on ne l'a pas trop fait, mais moi, je veux qu'on travaille tout ce qui est optimisation, en faisant des liens avec différents outils. Ça, je pense que c'est quand même important pour limiter les erreurs, pour optimiser le temps de travail. Et puis, pour améliorer nos livrables aussi, puisqu'il faut qu'on ait des livrables constants en termes de qualité. Donc, ça veut dire aussi que on est dans un métier de service, on est dans un métier d'humain. Donc, il faut qu'on assure un niveau de qualité égal, je dirais, quel que soit le collaborateur sur lequel on travaille. Donc, il faut qu'on mette des processus de contrôle, si possible automatisés, pour que on s'assure que les différentes réglementations ou paramètres que nous avons définis soient bien respectés. Donc, je pense que notre métier de bureau d'études fluide va aussi évoluer de plus en plus vers le numérique. On le voit bien, on va vers cela. Peut-être que dans quelques années, on aura un expert informatique, programmateur, développeur qui fera peut-être que ça. J'exagère peut-être un peu, mais peut-être pas.
Voilà, je sais pas ce que tu voulais peut-être rajouter quelque chose sur les outils, Je Inès? peux te donner quelques exemples si ça peut éclairer Ouais. certaines personnes. Par exemple, pour l'automatisation de vérification réglementaire, je peux parler par exemple des bouches de ventilation. Il faut savoir que dans le DTU, il est demandé que pour les logements, j'entends, les bouches de ventilation VMC soient placées à plus de 15 cm d'un bord de mur ou de plafond. Lorsque l'on dessine, on essaye d'y penser, mais ça peut arriver que, voilà, en plaçant une bouche, on la place et puis on voit un autre problème autre part et on oublie complètement de cette vérification-là. Eh bien, c'est tout simplement adapter l'objet bouche avec cette vérification-là, avec un petit message d'erreur si cette bouche touche un mur. Et pour l'automatisation des tâches redondantes, là, en exemple, je pense tout simplement au raccordement d'équipements type évier, lave-vaisselle, etc., à une colonne de chute d'eau usée. C'est une certaine perte de temps. Enfin, on sait très bien que ces réseaux-là, il n'y aura aucun souci, il n'y aura aucune collision. On aura la place de les placer que ce soit sous le mobilier ou sous plein de techniques. Donc, ça n'apporte pas forcément quelque chose de point de vue de notre métier, mais il me semble que c'est quand même important qu'on puisse faire les liaisons, ne serait-ce pour voir l'emplacement des coudes à l'intérieur des gaines techniques, si c'est réalisable, si on peut les connecter. Et donc, ça prend un certain temps et je pense que ça peut être très intéressant pour nous de pouvoir sélectionner ces équipements, sélectionner la colonne sur laquelle on veut raccorder et que le logiciel calcule automatiquement ou que par l'intermédiaire d'outils, d'objets, on puisse dessiner beaucoup plus rapidement ce type de réseau, de tracé. Voilà, c'était tout ce que j'avais à rajouter, Olivier. C'est parfait. Je crois qu'on a terminé, non? Oui, tout à fait. Et merci de nous avoir écoutés, en tout cas. Super, super. Écoutez, du coup, grand merci à vous deux, hein, c'était super intéressant. Je vois qu'il y a eu une question qui a été notée et puis il y a aussi une main levée là. Donc, je commence par la question. Donc, c'est Christophe Legrand qui demandait en fait si vous utilisiez un applicatif métier en surcouche de Revit. Alors, en surcouche, si j'entends bien, c'est par exemple un plugin qui s'intégrait à Revit. Là, actuellement, je n'en ai pas trouvé. Si quelqu'un peut me donner le nom, il n'y a aucun problème, hein, je vérifierai. Là, de mes dernières recherches, je n'avais pas forcément trouvé quelque chose qui correspondait à mes attentes. Donc, c'est forcément des fichiers de calcul Excel ou des logiciels qui sont mis à disposition par des fabricants sur lesquels on travaille. Mais en aucun cas un plugin qui permet, ce serait vraiment très intéressant d'ailleurs d'avoir un plugin qui permettrait d'automatiser ça, de prédimensionner. Mais à ma connaissance, je n'ai pas trouvé ce type de plugin. Ça marche. Alors, je ne sais pas si Monsieur Legrand souhaite activer son micro et peut-être commenter davantage ou pas. Donc oui, il y a un petit message. Effectivement, effectivement, c'est des choses qu'on pourrait étudier avec vous. Enfin, vous, entreprise fluide et autres, hein, d'ailleurs, de manière générale, on a commencé à travailler avec certains clients sur des sujets d'optimisation, justement, d'annuler, on va dire, les tâches chronophages sans valeur ajoutée, de les remplacer par des automatismes. Donc, c'est des sujets aujourd'hui que chez Atlancad, on maîtrise de mieux en mieux. Voilà, n'hésitez pas, hein, si jamais vous souhaitez en discuter davantage, à prendre contact avec Atlancad directement. Il n'y a pas de souci là-dessus. Très bien. Bah oui, comme je vous disais, hein, on y arrive, hein. On était déjà dans la phase où on faisait une stratégie en interne, on vérifiait de comment allait évoluer le BIM, on apprenait à dessiner, on mettait tout ça en place qui prend du temps. Et là, on arrive effectivement à la phase où on veut optimiser, on veut trouver des outils qui vont nous faire gagner du temps. Et donc, effectivement, ouais, tout à fait, une collaboration, pourquoi pas.
Oui, oui. Donc je vois Monsieur Legrand en fait n'a pas de Ouais. micro, hein, donc il explique un petit peu. Donc, il utilise Magicad a priori depuis quelques mois parce que c'est compatible avec les normes allemandes. Peut-être Monsieur Legrand est dans l'est de la France, j'imagine. Compatible DTU et apparemment Fisamep aussi qui connaît mais un peu moins sous Revit. Voilà, Luxembourg. Voilà. Non, mais Merci pour cette précision. c'est intéressant, c'est intéressant. Nous, on est dans cette phase 1 de déploiement et comme je disais, il y a la phase 2, ça va être l'optimisation. Donc, très intéressant d'avoir des infos parce que je pense que si on veut en tirer vraiment toute la puissance, il faut effectivement optimiser tout ce qui est tâches à non-valeur ajoutée pour se consacrer sur les valeurs ajoutées, absolument. Alors, je vois que on a Yves Laurent, mon cher ami. Oui, merci. Merci. Oui, je revenais. Alors, j'avais plusieurs choses. Alors déjà, peut-être revenir aussi sur. Merci pour votre présentation, Olivier et Inès. Sur la taille des fichiers, je pense que ça va évoluer de plus en plus vers des solutions cloud. On peut déjà le voir en fait dès maintenant où on a un onglet en plus dans vos collections Revit, en fait AEC Collection, qui intègre du BIM 360. Donc de plus en plus, on va tendre vers ça. Ce qui fait que de moins en moins, on va devoir avoir de disques durs réels chez nous, plein. Voilà. Après, voilà, sur je revenais enfin là-dessus, en tout cas, sachez que ça évolue là-dessus. Voilà. Et ce que je voulais voir aussi avec toi, Inès, c'est aujourd'hui, vous avez de plus en plus de projets BIM. Donc, c'est ce que tu disais. Il y a par exemple deux projets par an à peu près, hein, 2 projets. Mais par contre, est-ce que aujourd'hui, Thalem, vous travaillez en maquette numérique, donc est-ce que tu ressens par contre de plus en plus de projets maquette numérique, sans parler du BIM forcément. Donc là, on parle plutôt outils. Voilà, pour distinguer quand même le fait que il y a des appels d'offres BIM, mais il y a aussi peut-être de plus en plus de projets maquette numérique et que les archis aujourd'hui sont équipés en maquette numérique. Donc voilà, je voulais avoir un retour là-dessus. Et dernière chose, après je vous laisse la parole. Oui, il y a des applicatifs, hein, évidemment ClimaWin, Magicad, d'autres solutions. Si je remercie en tout cas la personne qui disait Atlancad fait du développement, tout à fait. Quand on fait un développement, on réfléchit toujours à une autonomie du client. Le but n'étant pas forcément d'être pieds et mains liés avec une solution, une surcouche Revit, où il va falloir attendre que la solution développe pour avoir réponse sur une famille ou ce genre de choses. Donc on réfléchit à ça évidemment, mais toujours dans une philosophie d'autonomie client et de non-blocage. Donc voilà. Mais vous allez voir sur les réseaux sociaux évidemment des nouvelles prochainement aussi sur nos développements. Voilà. Merci en tout cas, hein, Inès et Olivier. Merci Yves Laurent. Alors je vois qu'il y a Thibaut qui a levé la main également. On te laisse la parole, Thibaut. Oui, je rebondis sur ce que vient de dire Yves Laurent là, concernant le cloud. Effectivement, il y a Autodesk qui pousse depuis un certain nombre d'années maintenant à ce qu'on utilise le cloud. C'est Inès qui disait que déjà les licences leur coûtaient très cher et que c'était leur plus grosse dépense. Est-ce que vous avez un retour sur le prix de BIM 360? Parce que moi, je me suis rapproché d'Autodesk. C'est un coût à l'utilisation, donc à la journée. Et ils sont incapables de nous dire combien est-ce que ça pourrait nous coûter sur un projet. Alors, je trouve déjà ça assez étonnant. Et la seule réponse qu'on ait, c'est il faut essayer et puis vous verrez bien. Donc, est-ce que vous avez un retour sur ce que peut coûter BIM 360 me contacter sur un projet si vous voulez des retours de tarifs là-dessus. Voilà, vous faites partie d'un grand groupe, donc quand vous prenez une licence, c'est à la journée. Voilà, ce qui n'est pas le cas forcément des PME françaises, mais je serais ravi de pouvoir vous répondre là-dessus. Et sachez qu'en tout cas, la solution BIM 360, on n'est pas limité en termes de poids de maquette. Hein, c'est important. C'est-à-dire qu'on ne paye pas une solution par rapport au kilo que ça prend, mais là, c'est illimité en termes de nombre de projets ou en termes de taille de projet. D'accord? Donc, sachez que c'est une solution qui est intéressante aussi pour ça. Oui, effectivement. Mais voilà, moi, ma question, c'était vraiment sur le prix. On pourra en discuter si vous voulez. Je vais vous envoyer mes coordonnées pour qu'on puisse en discuter, peut-être hors de ça. Voilà.
D'accord, parce que j'en profite aussi pour dire peut-être à Inès et à Olivier, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais enfin, je ne sais pas quelle licence vous avez non plus, mais les suites AEC, vous avez accès à BIM 360 Docs avec la suite. Donc, pour du stockage de maquettes, par exemple, bah, ça peut être idéal. Après, il faut voir si vous avez besoin de la coordination, mais voilà, je vais vous passer cette info-là, ça peut vous intéresser. Ah, Tout à fait. c'est Inès la spécialiste, hein, mais je suis pas spécialiste. Tout ce que je peux vous dire, c'est que on a essayé de travailler en interne, on a bougé quelques fichiers, bref, pour que on a voulu gérer des droits d'utilisateurs, etc. On a bougé quelques fichiers et on a arrêté parce que le fait qu'on bouge les fichiers, ça a mis une panade pas possible. Donc, il y a, alors je suis pas spécialiste, mais il y a clairement un vrai sujet aussi de stockage, de partage, parce que manifestement, autant on vous bougez un fichier AutoCAD facilement, autant on bricole pas trop les fichiers Revit. Donc, je pense que c'est effectivement un vrai sujet. Moi, je suis pas encore trop penché, mais ouais, le partage, le stockage, c'est un vrai sujet maintenant. Enfin, ça va le devenir de plus en plus. Oui, c'est parce qu'on travaille maintenant en collaboratif. Dans un premier temps, on avait travaillé sur des maquettes où une personne était égale à un projet. Ça ne nous dérangeait pas puisque c'était principalement moi qui dessinais, donc c'était facile de laisser la main. Et là, vu qu'on a 2 dessinateurs plus moi qui dessine de temps en temps, hein, puisqu'il ne faut pas que je perde la main sur l'outil, il faut que je sois réellement confrontée à ce que mes collègues ont au quotidien. Du coup, on est 2 et demi, on va dire, en me comptant en moitié, à dessiner et pour le coup, il arrive qu'un collègue va dessiner la partie élec et un autre va dessiner la partie CVC et c'est juste pas envisageable en interne de devoir constamment aller chercher la maquette de l'autre pour se la charger dans son projet. Donc on a effectivement mis en place la maquette centrale et collaborative et c'est là où Olivier disait qu'on avait eu des soucis puisqu'on a bougé la maquette centrale puisque des collaborateurs n'avaient pas accès à un fichier informatique pour des raisons de sécurité informatique interne. Et du coup, bah, ça a cassé les liens de tout le monde. Ça a été un petit peu compliqué à tout remettre en place. Effectivement, la solution d'avoir un service en ligne et de pouvoir donner en un clic un droit d'accès à quelqu'un, une autorisation, ce serait peut-être beaucoup plus simple que sur une partie informatique avec des dossiers où on doit faire appel à l'administrateur pour demander accès ou non aux collaborateurs à un projet. Atlan4 fait un webinaire là-dessus le 27 avril si vous avez besoin. D'accord, je vais me noter la date. Toujours ça. Tu m'as enlevé les mots de la bouche, Yves Laurent. Non, effectivement, Thibaut en a parlé aussi. Hein, l'offre BIM 360 Autodesk a évolué dernièrement. Donc, ce webinaire peut être une vraie source d'informations, de mise à jour en tout cas, d'informations concernant justement cet outil cloud Autodesk. Donc, n'hésitez surtout pas à vous inscrire. Je pense que voilà, vous allez mieux cerner comment Autodesk a remodifié encore cette offre pour savoir exactement de quoi il en retourne, quoi. J'ai juste une petite question sur cette partie, justement, BIM 360. C'est uniquement pour stocker de la partie maquette 3D ou c'est aussi... Parce que nous, actuellement, sur notre serveur, on a un fichier est égal à un projet. Il y a autant la partie thermique que la partie, comment dire, rédaction de pièces écrites que de plans. Et donc, ce ne serait pas judicieux. Enfin, je ne sais pas ce que Olivier en pense, mais pour moi, il faudrait que toutes les informations se trouvent au même endroit plutôt que de devoir aller sur un logiciel pour aller voir tout ce qui est 3D maquette et sur notre serveur pour aller voir tout ce qui est pièces écrites. C'est assez lourd comme démarche. Non, après, on a une démarche un peu basique de classement par dossier, donc il y a sûrement de l'amélioration. Ouais. Bon, après, voilà, on gère ça à la Windows classique, il y a sûrement d'autres approches à avoir dans le partage des droits, etc. C'est certain. Après, Vas-y, oui, il faut savoir quand même que, enfin, vous le disiez tout à l'heure, la maquette numérique, c'est quand même des fichiers qui sont lourds, qui demandent une maintenance particulière. Alors après, je ne sais pas la taille de vos projets, mais je sais que dans ma précédente entreprise, on avait des projets qui étaient extrêmement lourds avec des maquettes qui pouvaient atteindre les 800 mégas. Ça demande une vraie gestion. Donc, avoir une infrastructure spécifique pour la maquette numérique, pour moi, c'est indispensable.
Et malheureusement, je ne pense pas que vous puissiez gérer vos dossiers administratifs avec la maquette numérique au même endroit. D'accord. C'est vraiment voilà, c'est une gestion différente Ouais. parce que les fichiers sont lourds, parce que plusieurs Ouais, personnes ouais, viennent non, se mais connecter en même temps, etc. Non, c'est intéressant d'avoir un retour, je trouve. ouais. Non, puis en même temps, moi, je suis pas une boîte d'informatique et gérer des serveurs, ça m'intéresse pas beaucoup en interne. Euh, pour autant, les fichiers sont lourds, il faut les organiser. Moi, j'ai une stratégie assez cloud, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai des serveurs, mais je suis pas sûr d'en avoir demain. Mais je suis pas sûr de pouvoir travailler avec du cloud sur du projet Revit. Donc, les solutions d'Autodesk collaboratives chez eux, ça se regarde, à mon avis. Hein. Oui, oui. Bon, il y a plusieurs briques, mais ça, ce sera expliqué effectivement pendant le prochain webinaire. Hein. Il y a la brique Docs, on va dire, qui est vraiment une GED. Et après, il y a des briques de collaboration qu'on peut rajouter. Alors, la partie, on va dire, Docs, pour simplifier, hein, passe gratuite maintenant dans l'AEC Collection. Mais par contre, dès lors qu'on veut rajouter la notion de collaboration, là, on repasse dans un modèle payant. Donc, mais vous aurez plus d'infos. Je ne vais pas trop prendre de l'avance, on va dire, sur ce sujet hein, qui sera abordé dans le prochain webinaire. Mais voilà, n'hésitez surtout pas, si ça vous intéresse, hein, à y participer. Et puis, ou même à prendre contact directement avec Yves Laurent, par exemple, qui se fera un plaisir hein, voilà, de vous renseigner là-dessus, quoi. Je rebondis sur ce que Monsieur Legrand vient de dire. En projet 3 est nécessaire pour la maturité 3, pardon. Le projet de convergence, on était en maturité 2. Cependant, le cloud était réservé, était au nom du client et non à notre nom à nous. Du coup, je me posais la question, est-ce que c'est quelque chose de normalisé, que ce soit le client qui doit créer la plateforme d'hébergement pour l'ensemble du projet ou... Non, non, il y a pas enfin, en tout cas, de mon expérience à moi dans la cellule BIM, hein, on est 3 chez Atlancad. En fait, c'est lors du montage du dossier, tout simplement, hein, dans l'appel d'offres, où il est précisé si c'est le maître d'ouvrage qui prend à sa charge finalement la mise en place de la plateforme collaborative, ou si c'est une des tâches qui incombe en fait à la maîtrise d'œuvre ou aux entreprises, quoi, tout simplement. Donc, il y a des cas, effectivement, où le maître d'ouvrage veut donner l'impulsion, etc. Ou alors utilise déjà une plateforme et il a envie de continuer dessus. C'est un cas de figure aussi qui peut se présenter. Mais la plupart du temps, c'est quand même à l'équipe de maîtrise d'œuvre et notamment au BIM manager hein, qui répond sur le dossier de mettre en place tout l'écosystème qui va bien pour le bien du projet, quoi. Ok. Bon, cool. Est-ce que quelqu'un a d'autres questions? Alors, n'hésitez pas à lever la main si jamais c'est le cas. Non, ça semble pas mal. Alors moi j'avais, du coup j'avais quelques petites questions. Du coup j'en profite. Hein. Donc sur votre logo, vous avez indiqué au cœur de la transition énergétique. Pourquoi vous avez choisi finalement cette formule en fait? Oui, alors effectivement, j'ai fait évoluer la baseline de Thalem. On avait une baseline assez classique, un bureau d'études fluides ou la maîtrise des fluides, ce qui est vrai d'ailleurs. Mais moi, j'ai voulu intégrer Thalem dans la transition énergétique en général, parce que je pense qu'on a vraiment notre rôle à jouer. On a notre rôle à jouer sur la partie thermique avec les modes constructifs, avec la RE 2020 qui arrive. Donc, je pense qu'on a vraiment on a des propositions à faire à nos clients là-dessus. Également sur les systèmes énergétiques, hein, avec les évolutions. Vous savez que le gaz est un petit peu mal parti avec les énergies fossiles. Donc là aussi, on a notre rôle à jouer. Donc moi, j'ai voulu inscrire Thalem comme étant un bureau d'études au sein de la transition énergétique avec justement la possibilité de contribuer à cette transition énergétique par notre expertise, tout simplement. D'accord. C'est bien, c'est un beau message en plus. Oui, oui, c'est plus général, mais c'est vraiment l'ambition que j'ai pour Thalem. Hein. Je ne veux pas simplement qu'on soit un bureau d'études thermiques, on va dire réglementaire, hein, qu'appliquons les DTU, etc. Évidemment, c'est obligatoire, mais je veux qu'on soit plus que ça. Donc, c'est ça l'idée, c'était d'étendre un peu le scope et se donner une vision, et, allez, un peu pompeusement une vision, mais bon, faut donner du sens à son travail, n'est-ce pas? Donc, Ah, bah oui, bon, tout voilà. à fait.
D'accord. Et du coup, en tant qu'entrepreneur, justement, donc c'est comme ça que enfin, que tu as créé ta stratégie, ta vision, justement. Et si on se projette, je sais pas moi, à 10 ans, comment tu vois un bureau d'études fluides dans 10 ans, enfin le tien en tout cas, est-ce que tu as déjà imaginé ou tu as tracé, je dirais, une cible vers laquelle tu as envie de te diriger, du coup? Moi, mon objectif, c'est qu'on soit des experts. Donc, on va pas trop s'étendre sur des secteurs sur lesquels on ne connaît pas bien. Donc, moi, j'ai pas une stratégie de TCE, hein, tout corps d'État. Je veux vraiment qu'on soit des spécialistes. Donc, on va travailler pour être réellement reconnu dans notre domaine. On l'est déjà sur la région, mais on va essayer d'être un peu plus large que la région. Donc, ça, c'est une vision, c'est de s'étendre un peu plus que le Grand Ouest. Mais je veux qu'on soit réellement sur nos métiers, quoi. Donc, Mm. voilà, qu'on soit un expert reconnu, parce que moi, je pense qu'il faut savoir se focuser sur des métiers. Il ne faut pas trop en faire si on veut être bon. Donc voilà, c'est ça l'idée. Donc, alors après, quel sera le métier du chargé d'affaires fluide dans 10 ans? Je ne sais pas trop, pour être honnête. Ce qui est certain, c'est qu'on aura toujours besoin de matière grise. On aura certainement des outils qui automatisent, mais on aura toujours besoin de matière grise. Donc, utilisons des bons outils pour gagner du temps, pour s'enlever toutes les petites tâches à non-valeur ajoutée et néanmoins peut-être réglementaires, et travaillons sur des nouveaux systèmes, essayons d'innover. Moi, c'est un peu comme ça que je vois les choses. J'aimerais bien qu'on puisse innover, même si c'est pas toujours facile, hein, parce qu'on a des contraintes économiques, on a des contraintes réglementaires. Mais voilà, un chargé d'affaires avec des conceptions innovantes et qui utilise des outils qui lui permettent d'être efficace, de calculer rapidement. C'est un peu ce que je vois dans ma vision de Thalem dans 5 ans, quoi. Hmm. D'accord. Oui, dans ton discours, là, j'entends le côté amélioration continue, etc. Vous en avez tous les deux beaucoup parlé, en fait, pendant la présentation. Donc, c'est vraiment quelque chose qui te tient à cœur avec tes collaborateurs. J'ai vraiment ce sentiment-là, quoi. Ah oui, moi je suis un qualiticien aussi, donc j'ai fait de la qualité, donc on est ISO 9001, donc c'est pas si courant que ça d'avoir des petits bureaux d'études ISO 9001, donc moi c'est un message que je passe tous les jours. Faut s'améliorer tous les jours. Quand on fait une erreur, on la corrige et on s'améliore. Donc, et puis on améliore nos outils pour être plus productif aussi, et puis plus qualitatif, hein. Donc, une entreprise qui stagne, bah, en fait, elle recule, tout simplement. Hmm. Donc oui, oui, c'est le message que je passe tous les jours. Inès commence à me connaître depuis 1 an maintenant. Donc, Ah, c'est chouette, voilà. c'est chouette. Du coup, est-ce que alors oui, il y a une question. Ah oui, c'est pas tout à fait une question. C'est ouais par rapport au replay. Donc voilà, ouais, la régie me dit yes, donc c'est bon. Alors du coup, bah, voilà, bah, c'est bien au niveau timing, on est parfait. Est-ce que quelqu'un a peut-être enfin une ou deux dernières questions, si quelqu'un veut intervenir, n'hésitez pas à lever la main. Bon, ça a l'air bon. Bah écoutez, moi ce que je vous propose, voilà, merci vraiment à tous les deux. Vous pouvez tous activer vos micros et applaudir pour Inès et pour Olivier. Voilà, c'est le côté virtuel maintenant, donc on innove aussi voilà, sur plein de sujets, hein. Bravo, merci à tous. Merci beaucoup en tout cas. Merci à vous. Merci beaucoup. C'était très instructif. Merci. Merci à vous. Et puis, bah, je pense que voilà, on peut se quitter sur ces applaudissements. Je vous souhaite à tous un très très bon week-end. Portez-vous bien. Et puis bah, au prochain webinaire, hein, n'hésitez pas hein, donc sur BIM 360. Voilà. Merci, bon week-end. Merci, bonne Bonne fin de journée. journée à tous. Au revoir. 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 Au revoir.
rejoindre. Il faudrait faire fermer parce que t'as pas fermé. Alors, tac. Arrêter l'enregistrement. Alors, cette année, voulez-vous? Donc là.